Bon, c'est parfait. Bon, ben, écoutez, les amis, bonjour, hein. Je vais donc passer la parole à Michel Cabane, puisque nous allons démarrer notre séance 3 sur le thème la démocratie, toujours compatible avec le capitalisme. Point d'interrogation. Alors, Michel, tu vas nous parler de la dégradation démocratique et du libéralisme économique. Donc, je te passe la parole pour le temps qui a été imparti. En gros, c'est toujours la même chose, hein, je suppose. Voilà. Donc, tu peux y aller. Bien. Tu me rappelles la durée exacte, la durée exacte de l'expo? Alors, 20 à 30 minutes. 20 à 30. 20 et 30, d'accord. Voilà. Hein. Merci, merci pour ça, Raphaël. Bon, alors, oui, bon, je vous rappelle que depuis un certain nombre d'années, il y a des doutes sur la bonne santé de la démocratie et que ça apparaît dans les travaux de pas mal d'auteurs, notamment de sciences politiques, Colin Crouch, Yascha Mounk, etc., etc. Et certains évoquent les liaisons possibles entre le néolibéralisme économique et l'érosion de la démocratie. C'est le cas notamment de Wendy Brown. C'est le cas aussi d'un certain nombre d'auteurs d'un ouvrage collectif, L'âge de la régression, qui se retrouve sur ce dénominateur commun. Alors, bon, un mot au préalable sur le néolibéralisme. Je dirais que c'est la forme du libéralisme économique prise depuis 4 décennies dans les pays développés. C'est un mode de gestion du capitalisme qui vise à libérer les forces du marché par rapport aux contraintes collectives. Et que ça englobe des réglementations, ouverture, privatisation, réduction des services collectifs et de la redistribution. Il utilise le marché comme principe d'ordre de la société, tout en intervenant pour rétablir les conditions de son bon fonctionnement. Il a répondu à la crise, à la fois à la crise du capitalisme des années 70 et à la mutation culturelle qui s'est produite en même temps que cette crise du capitalisme au cours des années 60 et 70. Alors, l'idée, c'est que le néolibéralisme porte une grande responsabilité dans l'érosion démocratique que nous sommes en train de vivre, et cela par 4 canaux, pour 4 motifs. Le premier, c'est que le néolibéralisme restreint nécessairement la souveraineté du peuple. Le deuxième, c'est que le néolibéralisme suscite potentiellement l'autoritarisme. Le troisième, c'est que le néolibéralisme dégrade les conditions sociales de la démocratie. Et le quatrième, c'est que le néolibéralisme favorise ce que certains appellent la déconsolidation de la démocratie. Et là, ça transite par la question de l'attachement ou non aux valeurs démocratiques. Le premier point, ça me paraît être, me semble-t-il, le mieux établi, et c'est celui qui est le plus en rapport avec les préoccupations des économistes. Premier point, donc, le néolibéralisme réducteur de souveraineté citoyenne. Il y a d'abord le canal de resserrement des contraintes du marché sur les politiques. Les contraintes de la mondialisation, ça concerne celles de la mondialisation commerciale, celles de la mondialisation financière sur les politiques des États, notamment soumises à l'appréciation des marchés financiers. Ces deux évolutions ayant été décidées au préalable par les responsables politiques. Et cette libéralisation a été voulue par les néolibéraux, notamment en 1997, quand dessus disait que si une liberté voit son champ rétréci,
c'est celle de conduire des politiques irresponsables. Les marchés veillent, le droit à l'erreur n'existe plus. On peut encore citer le trilemme de Roderick, d'après lequel on ne peut concilier la globalisation poussée, la souveraineté des États et la démocratie. Le deuxième canal par lequel les politiques sont contraintes, ce sont les canaux institutionnels, sorte de complément aux contraintes par les marchés. Alors les contraintes institutionnelles, elles ont été pensées déjà par des économistes comme Hayek, qui souhaitaient un encadrement constitutionnel. On peut parler évidemment des normes de l'Union européenne, du rôle de la Commission européenne par rapport aux politiques nationales, le rôle des tribunaux d'arbitrage au niveau des accords commerciaux internationaux, et on peut parler également des moyens institutionnels de déconnexion par rapport à la souveraineté du peuple, l'indépendance de la Banque centrale, bien sûr appliquée à la zone euro, et puis un certain nombre de mécanismes comme la présidentialisation à l'intérieur de chaque pays pour déconnecter l'exécutif et le législatif, plus soumis éventuellement aux pressions populaires. Ces mécanismes qu'on vient très rapidement de décrire impliquent que les politiques économiques soient mises hors souveraineté du peuple, c'est-à-dire que ça conduit à des politiques évidemment pro-capital, avec un biais en faveur de la reproduction des rapports sociaux capitalistes, exemple la concurrence fiscale et ses effets sur la baisse des taux d'imposition, soit des plus riches, soit des entreprises. Ça implique des politiques normalisées et éloignées des promesses électorales, dont des politiques peu sensibles à l'alternance des consultations électorales, à l'alternance gauche-droite, et des politiques qui s'écartent des engagements avec des promesses non réalisées. Tout cela renvoie à quoi? Tout cela renvoie à ce qui me paraît être un biais structurel, c'est-à-dire un écart structurel de type antidémocratique. Si vous voulez, à une extrémité, on aurait la configuration de l'économie qui émanerait d'un marché pur, sans aucune intervention. À l'autre extrémité, une configuration de l'économie qui émanerait des choix de souveraineté populaire en termes politiques. Là, le néolibéralisme nous fait passer d'une situation qui était, à cause de l'interventionnisme, relativement proche de la configuration de l'économie déduite de la souveraineté populaire, à une configuration de l'économie plus proche de l'économie de marché pure. D'où un écart par rapport à la configuration économique déduite de la souveraineté populaire, un écart qui est de nature systémique, me semble-t-il. Deuxième point, le néolibéralisme potentiellement autoritaire. Alors là, il faut parler d'une tension entre le libéralisme économique et la démocratie politique. Cette tension était déjà perçue par un économiste, qui n'était pas un intellectuel qui n'avait rien d'un gauchiste, c'était Raymond Aron en 1952. Raymond Aron qui avait participé aux travaux des néolibéraux juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et il reconnaissait que le libéralisme politique conduit de manière presque fatale à un système d'économie partiellement dirigé et que ce système partiellement dirigé s'oppose à ce qui résulterait du libéralisme économique. Et il écrivait « Je crois que si on voulait, à l'époque moderne, avoir un système économique libéral comme le souhaite Hayek ou même Rueff, il citait Rueff, il faudrait la dictature politique. » J'ai repensé par la suite à ce propos, à propos du Chili. La naissance du libéralisme autoritaire, elle date du début des années 30 chez un auteur qui est connu par ailleurs, mais pas pour ses propos économiques, c'est Carl Schmitt. Carl Schmitt préconisa dans un discours
au patron allemand, il préconisa une synthèse de libéralisme économique et d'autoritarisme politique. Il déplorait que la démocratie conduise à un État obèse et trop faible, obèse car trop faible par rapport aux exigences sociales. Et les premiers ordolibéraux comme Rostow ou Eucken partageaient la critique de l'État social par Carl Schmitt et considéraient que, notamment Rock, qu'il fallait assortir la démocratie de certaines limites pour s'assurer que le libéralisme ne soit pas englouti par la démocratie. Ces propos sont repris dans un ouvrage qui vient de sortir de Chamaillou, qui avait déjà produit un travail très intéressant sur le libéralisme autoritaire et sa naissance chez Carl Schmitt et donc au début des années 30 en Allemagne. Beaucoup plus tard, on a eu en 1975 le rapport d'intellectuels à la commission trilatérale, qui est assez connue, sur la crise de la démocratie. Ça, c'était au moment de la crise du capitalisme des années 70. Les auteurs, c'était Crozier, le français, Huntington, connu pour la crise des civilisations, et le japonais Wanatuki, qui dénoncèrent l'excès de démocratie comme facteur de crise, c'est-à-dire que l'ampleur des revendications sociales aurait abouti à étendre les fonctions du système politique et donc saper son autorité. D'où la préconisation de limites souhaitables à l'extension indéfinie de la démocratie politique pour sortir de la crise des années 70. Quant aux manifestations du libéralisme autoritaire, eh bien, on en a quelques-unes de nature assez différente. La manifestation extrême, ça a été évidemment celle du Chili de Pinochet à partir de 1973, ça c'est très connu, avec la bénédiction de Hayek et de Friedman. Mais par la suite, on a eu dans les années 70 et au début des années 80, le développement de la répression sociale dans les entreprises, en particulier aux États-Unis, qui est très bien retracé par le livre de Chamaillou de 2018. Et par la suite, on a eu la répression sociale qui a reçu le soutien de l'État dans les années 80, lorsque sont arrivés au pouvoir et ont exercé le pouvoir Thatcher et Reagan, et ça a été notamment les défaites du mouvement ouvrier lors des grandes grèves des mineurs au Royaume-Uni et grèves dans l'aéronautique aux États-Unis. Alors, le recours au libéralisme autoritaire, il n'est pas automatique. C'est pour ça que j'ai employé le terme de potentiel. Il n'est pas automatique parce que ça dépend d'abord du fait qu'il y ait ou non des contestations, des mouvements sociaux à l'encontre des mesures néolibérales, et ça dépend aussi du fait que le gouvernement cherche ou non à passer en force pour faire appliquer ces réformes. Donc, s'il n'y a pas de contestation de la part des mouvements sociaux et si le gouvernement renonce à passer en force, ce qui a été le cas en France à l'époque Chirac, dans ce cas, on n'a pas un biais autoritariste dans l'application des mesures néolibérales. En revanche, s'il y a des contestations fortes et si le gouvernement veut passer en force, on est en présence d'un biais autoritariste. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre depuis 2017 avec l'application des mesures d'inspiration néolibérale de Macron, puisque c'était sa mission principale lorsqu'il est arrivé au pouvoir, d'où le fait qu'on soit en train de déplorer un certain nombre d'évolutions dans le sens autoritaire de ce gouvernement. Troisième point, le néolibéralisme destructeur des conditions sociales de la démocratie. Alors là, ce sont des effets indirects. D'abord, le néolibéralisme, évidemment, contribue à renforcer les phénomènes de domination sociale dans la société. Comme l'écrit Lordon, le néolibéralisme a créé deux machines à discipliner le salariat, la contrainte extérieure par l'impératif de compétitivité et la contrainte financière par l'impératif de rendement actionnarial.
Et là, on peut citer donc évidemment toutes les réforme du marché du travail, mondialisation, réforme du management, réforme financière, qui subordonnent la gestion à l'intérêt des actionnaires avec les retombées sur la situation des salariés dans les entreprises. Et au bout d'un certain nombre d'années, on a eu les effets qui se sont fait ressentir sur la dégradation du rapport de force au détriment des salariés par rapport au patronat. Et ça a été, à partir des années 80, la baisse de la puissance syndicale, baisse du taux de syndicalisation, diminution du nombre de conflits sociaux en quantité et aussi en intensité. Et cela dans la plupart des pays capitalistes développés. Cette fracturation, cette subordination des salariés au capital, elle s'accompagne plus généralement d'une fracturation sociale de la société, fracturation, montée des inégalités qui sape la base égalitaire de la démocratie politique. Alors, bien sûr, on a la montée des inégalités de revenus. Il suffit de citer tous les travaux de Piketty et de son équipe, mais on a aussi d'autres aspects de la fragmentation sociale, y compris la fragmentation territoriale, avec par exemple le phénomène de la métropolisation. Donc, tout cela va dans le sens du développement de phénomènes de domination sociale et de disparité sociale qui mettent en cause certains fondements de la démocratie politique. En parallèle, et toujours dans ce troisième point, on a la dégradation des relations sociales en général. C'est d'abord la mise en cause des collectifs. La mise en cause des collectifs, et là, eh bien, je me référerai tout simplement à des propos de Pierre Bourdieu en 1998, qui avait quand même très bien compris le fond du problème. Le néolibéralisme est un programme de destruction des structures collectives capables de faire obstacle à la logique du marché, à savoir nation dont la marge de manœuvre ne cesse de décroître, groupe de travail avec l'individualisation des salaires et des carrières, collectifs de défense des droits des travailleurs, syndicats, associations, coopératives, familles eux-mêmes, à travers la constitution de marchés par classe d'âge qui perd une part de son contrôle sur la consommation. Le système éducatif est également concerné, se réduisant progressivement à la formation de capital humain en éliminant toutes les dimensions autonomie et formation au sens critique. Parallèlement, il y a un enrôlement des comportements individuels dans le processus, et ici on peut se référer aux travaux de Wendy Brown où elle montre que le néolibéralisme, dans une conception élargie par rapport à celle des économistes, aboutit à substituer tendanciellement l'homo economicus à l'homo politicus, et donc ça impacte un des fondements de la démocratie politique par la généralisation de la logique économique à toutes les sphères de la vie sociale. Parallèlement, on peut encore citer les travaux récents de Barbara Stiegler avec sa référence à l'injonction à l'adaptation, à la compétition. Et Michael Louvi fait le lien entre ces tendances actuelles et la notion de cage d'acier de Weber, puisqu'il considère que l'ensemble des contraintes dans lesquelles le capitalisme libéral nous enserre, eh bien, aboutissent donc à une réduction considérable des libertés dans la vie courante. Voilà donc pour la dégradation des conditions sociales de la démocratie. Il nous reste à voir le dernier point, à savoir le néolibéralisme, facteur de déconsolidation de la démocratie. Et ça renvoie aux réactions des individus par rapport à ces tendances provoquées par le néolibéralisme. Et ces réactions peuvent aller
à l'encontre d'un bon fonctionnement de la démocratie. On est là en présence d'effets complètement indirects entre le néolibéralisme économique et le recul de la démocratie. Alors ici, un rappel, c'est Karl Polanyi, avec son œuvre 1944, sur les origines des totalitarismes, et il considérait que ces origines résidaient dans l'entreprise utopique par laquelle le libéralisme économique voulait créer un système de marché autorégulateur. Alors aujourd'hui, évidemment, on n'est pas dans ce contexte, on est dans le contexte du néolibéralisme avec des démocraties institutionnellement relativement avancées, mais on va avoir des phénomènes qui peuvent dégrader la démocratie et aller dans un sens extrêmement préjudiciable à son devenir. Alors, on est en présence de quoi? On est en présence d'abord d'une fracture politique entre, avec des guillemets, entre le peuple, entre guillemets, et les élites, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il y a une capture du pouvoir politique par les intérêts privés. On a vu précédemment les mécanismes par lesquels les politiques, et les politiques économiques essentiellement, étaient liés aux intérêts du capital dans le contexte du néolibéralisme. Eh bien, c'est renforcé par la capture du jeu politique par les forces économiques les plus puissantes, le financement privé des partis politiques, la fusion entre les intérêts du secteur public et du secteur privé, les va-et-vient entre le public et le privé qui se sont multipliés comme par hasard depuis une vingtaine d'années. Tout cela aboutit à une défiance accrue des milieux populaires par rapport aux milieux dirigeants, ce qu'on appelle les élites, un sentiment d'exclusion de ceux d'en bas, une fracture politique qui traduit plusieurs clivages. Le clivage par rapport aux gagnants et aux perdants de la mondialisation, avec les anywhere et les somewhere, le clivage en rapport avec la fracture éducative entre les plus éduqués, les plus instruits et les moins instruits, à partir du moment où ça se reflète dans la hiérarchie économique, la fracture territoriale entre les métropoles et le reste des territoires. Tout cela conduit à une défiance non seulement par rapport aux élites, mais aussi à la démocratie représentative, dès l'instant où les élections n'apportent pas de solution aux électeurs des milieux populaires, dès l'instant où ils s'aperçoivent que l'alternance gauche-droite ne permet pas de faire prévaloir un certain nombre de leurs objectifs. D'où l'abstention électorale plus importante chez les classes populaires, etc. Et tout ça passe par un cercle vicieux, en fait, établi par Jean-Fabien Spitz dans un article 2018, où il note que plus de dérégulation engendre plus d'inégalités, plus de tassement du niveau de vie pour le plus grand nombre, ce qui réduit la légitimité du régime politique. Cette réduction de la légitimité du régime politique entraîne une défiance accrue, une déconsolidation, une attention moindre à la chose politique de la part des milieux populaires et par ricochet, l'accentuation de la capture du pouvoir politique par les milieux économiquement puissants, d'où l'accentuation de politiques néolibérales, d'où l'affaiblissement des contrôles par le public, le contrôle de l'économie par les pouvoirs publics, d'où intensification de la mondialisation, autonomie des élites, d'où avantage aux plus riches, d'où perte de légitimité démocratique, etc., etc. Voilà un des cercles vicieux dans lequel on est aujourd'hui inclus. Enfin, tout cela conduit à certaines dérives, et ce sont les dérives qui aujourd'hui sont bien connues, vers le populisme de droite et vers les régimes illibéraux. Alors, le phénomène, j'insiste pas, Trump, le Brexit, Bolsonaro, etc., les démocraties illibérales, Hongrie, Pologne, Russie, Turquie, ainsi de suite. Mais les facteurs explicatifs de ces dérives,
eh bien, il se trouve dans tout ce qu'on vient de voir auparavant. La défiance populaire, c'est une défiance populaire qui est plus vis-à-vis des partis de gauche, puisque c'est eux qui étaient l'objet des principaux espoirs des milieux populaires, le sentiment d'abandon, et donc abandon, décrochage des milieux populaires par rapport aux partis de gauche, dès l'instant où les partis de gauche ont été au pouvoir à un certain moment. Un deuxième point, les réactions identitaires qui progressent, réactions identitaires qui progressent du fait de la mondialisation qui met les peuples en compétition et qui tend à homogénéiser les modes de vie et à impacter certaines traditions culturelles. La mutation individualiste, de son côté, fait refluer les solidarités de classe et donc tout cela fait que ça profite au populisme de droite par rapport aux partis de gauche, même par rapport aux partis les plus radicaux de la gauche. Enfin, l'attachement à la démocratie, compte tenu de tout ce qu'on vient de voir, il tend à diminuer, pas dans la totalité de la population, mais au sein de la population qui est la plus déçue par ce qu'elle peut obtenir de la vie politique. Conclusion de tout ça, eh bien, je crois qu'on est manifestement en présence d'une dégradation de la démocratie, principalement motivée depuis les 40 dernières années par les effets du néolibéralisme économique. Ce néolibéralisme économique, si on prend un peu de recul, ça me paraît être, comme je l'ai dit dans l'introduction, la traduction actuelle du libéralisme économique. Et de ce point de vue, je dirais que si on relie ça aux Lumières, eh bien que les Lumières économiques, qui étaient axées sur les libertés économiques sans objectif d'égalité réelle, leur application est en train de mettre en cause la réalisation de l'ensemble des objectifs des Lumières, ce qui pose, me semble-t-il, un sacré problème. Quant aux solutions à la crise de la démocratie, eh bien, elles passent notamment par le fait de déverrouiller la société en mettant en cause le néolibéralisme lui-même dans sa composante économico-politique. Voilà. Marie-Claude, tu prends le relais? Oui. Ah voilà, j'arrivais pas à activer le son. Bon, mais Michel, merci beaucoup pour ce panorama extrêmement complet et très stimulant. Alors, avant de laisser s'exprimer peut-être les différents participants par le biais des discussions, tout le monde sait comment ça fonctionne, je pense, vous vous inscrivez sur le côté. Donc, il me semble, moi j'aurais une question à poser. Dans la vision que tu nous proposes, Michel, le néolibéralisme apparaît essentiellement comme une stratégie un peu délibérée, je dirais, oui, offensive, qui apparaît tu le cites à peu près aux 40 années, 40 décennies, voilà. Bon, ce qui me questionne dans ce que tu dis, c'est la manière dont finalement on peut lier ça à la marche du système lui-même, c'est-à-dire du capitalisme lui-même. Et la question que je me pose, et peut-être qu'on peut essayer d'y répondre, c'est de savoir est-ce que les circonstances auxquelles on assiste maintenant, d'un espèce de durcissement quand même des réactions du système à ce néolibéralisme, ne sont pas liées à des questions liées à la crise du système capitaliste lui-même. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un lien quand même aussi avec ces aspects-là? Et
comment dire, le néolibéralisme, c'est ce qui a fait fonctionner le système du marché lui-même. Parce que tu parles du marché pur au début, tu dis on est entre le marché pur et l'intervention et le règne du peuple. Entre les deux, le marché pur, on sait très bien qu'il n'a jamais existé en réalité. Absolument. Donc, qu'est-ce qui fait la différence en fait entre la façon dont on faisait fonctionner le marché, disons, avant ces 40 années, et puis ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé dans la dérive progressive que l'on a sans doute pu observer. Voilà, c'était un peu mon intervention. Alors, qu'il y ait un durcissement en rapport avec la crise actuelle, je suis tout à fait d'accord. Je n'ai pas développé ce point, mais j'en suis resté aux aspects communs à l'ensemble des 40 dernières années, sans trop dissocier ce qui peut être lié à la crise actuelle et ce qui peut être indépendant de ça. Sur la différence entre les 40 années actuelles et ce qui a précédé, là, je pense que c'est relativement clair. Dans les deux cas, il y a de l'interventionnisme, évidemment. Mais on ne peut absolument pas mettre tous les interventionnismes sur le même plan. Pendant les 30 années qui ont succédé à la Seconde Guerre mondiale, l'interventionnisme il incluait des interventions qui interféraient dans la logique du marché. Aujourd'hui, l'interventionnisme cherche à créer d'abord les meilleures conditions pour le fonctionnement de l'économie de marché. Je pense qu'on ne peut pas mettre ces deux types d'interventions sur le même plan. Pourquoi? Parce que après la Seconde Guerre mondiale, et ça c'était à peu près dans tous les pays développés capitalistes, et notamment en France évidemment, où le patronat s'était discrédité pour des raisons politiques pendant la guerre, une partie, eh bien, les rapports de force entre les classes sociales étaient tels que l'interventionnisme était un interventionnisme de régulation de l'économie, mais intégrant des interférences dans le marché, il intégrait une réduction du champ du marché, plus des interférences dans les marchés existants, pour aboutir à une configuration de l'économie qui soit compatible avec un certain, entre guillemets, consensus social, avec le rapport de force tel qu'il était. En clair, c'était la création de la sécurité sociale, c'était le développement donc, de l'État social dans la dimension protection sociale, mais aussi de services publics, et également des interventions dans la logique strictement keynésienne pour réguler le système, quitte à employer des instruments qui faisaient reculer le marché. Je parle d'instruments interventionnisme, le contrôle du crédit, le contrôle des taux d'intérêt, le contrôle des prix, etc. etc. Bon. Donc, c'était un interventionnisme qui, évidemment, avait pour fonction le maintien du système capitaliste, bien entendu. Mais il incluait, pour cela, il incluait des interventions qui réduisaient le champ du marché ou qui interféraient dans l'allocation des ressources liées au marché. Je parle des effets par la fiscalité pour la répartition et des effets aussi par la sélectivité de la fiscalité pour une autre allocation des ressources, etc. etc. Le néolibéralisme, qu'est-ce qu'il fait? Le néolibéralisme, bien entendu, on a toujours de l'interventionnisme. On a de l'interventionnisme d'autant plus important qu'il y a des crises. Bon, interventionnisme, par exemple, après 2008, pour sauver le système, etc., etc., et rebelote aujourd'hui. Mais la finalité de cet interventionnisme, c'est principalement le maintien du système, en gardant le cap, dès qu'on referme certaines parenthèses, en gardant le cap sur la réduction de la place du secteur marchand dans l'économie et la priorité
à la logique du marché en enlevant un certain nombre d'instruments qui interfèrent dans la logique d'allocation des ressources du marché. Voilà, me semble-t-il, la différence principale entre l'interventionnisme des 4 dernières décennies et l'interventionnisme des 3 décennies précédentes. Donc, je te remercie. Alors, il y a une demande de parole de Xavier Monio. Il est là, oui. Oui, vous m'entendez? Donc, voilà, tu peux… Bonjour. Bonjour à tous. Donc, j'ai 2 questions en une. Je vais faire court. Donc, une fois qu'on a identifié le fait que le néolibéralisme est le problème fondamental de nos sociétés modernes, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de constater que l'Union européenne est la matrice institutionnelle, en Europe du moins, qui fait tourner le néolibéralisme et l'impose aux États par le biais notamment des traités européens? C'est ma première question. Et ma seconde question, partant de la première, est la suivante. Est-ce que finalement le clivage politique dont vous parliez lors de la fin de votre intervention, qui est selon vous le clivage droite-gauche, est-ce que ce clivage finalement n'est pas dépassé, n'est pas hors de propos, et que le nouveau vrai clivage politique n'est-il pas celui plutôt des défenseurs de la souveraineté au sens souveraineté populaire contre les mondialistes, c'est-à-dire ceux qui veulent faire effacer les États-nations pour construire un monde totalement globalisé? Merci. Ok, je vois qu'il y a aussi une question de Jean-Marie. Donc, si on peut grouper les 2 questions, si ça ne vous ennuie pas trop. Mais voici en fait 2 petites questions. Qu'est-ce que tu fais dans ton schéma explicatif, dont je te remercie parce que c'était extrêmement clair, Michel? Qu'est-ce que tu fais de l'aspiration à la démocratie qui surgit partout dans le monde, Biélorussie, les pays arabes déjà il y a 10 ans, Hong Kong, enfin bref, on peut énumérer sur tous les continents, il y a une aspiration à la démocratie qui peut apporter une note d'espoir, en tout cas, et de travail prometteur face à justement à la dégradation des conditions de la démocratie dont tu as parlé. Et deuxième question, est-ce que tu intègres, ou plutôt comment tu intègres le fait que certains auteurs maintenant commencent à parler de la société de surveillance que le capitalisme de plateforme met en place aujourd'hui? Et je pose cette question parce que ce matin, avec l'intervention d'Ansel Japp, il a été question de ce problème-là, de la société de contrôle, de société de surveillance, et peut-être que parmi les causes actuelles de la dégradation démocratique, il y a cette intervention de plus en plus prégnante sur tous les rouages sociaux et sur toutes les décisions individuelles et collectives des entreprises de plateforme. Là, j'ai lu moi récemment 2 livres là, que j'ai travaillé un petit peu, celui de Cédric Durand et celui de Robert Boyer, qui tous les deux mettent l'accent sur ce problème-là. Merci. Donc, Michel, si tu veux répondre. Bien. Alors, sur les 2 premières d'abord, la place de l'Union européenne, elle est évidemment très importante pour les pays membres. L'Union européenne a été influencée dès les débuts principalement par l'ordolibéralisme allemand, qui a des rapports, comme Chamaillot le montre dans un bouquin qui vient de sortir, qui a des rapports avec la thèse de Carl Schmitt. Cet ordolibéralisme allemand, à la différence de l'ultralibéralisme à la Hayek ou de beaucoup d'anglo-saxons, il est plus modéré en matière de réformes structurelles que l'ultralibéralisme anglo-saxon. En revanche, il est traditionnellement plus orthodoxe en matière de régulation macroéconomique. Mais sur ce second point, les choses sont en train d'évoluer. Depuis que Draghi est arrivé, occupé le poste de responsable de la BCE,
et depuis qu'en Allemagne, au sein des élites allemandes, il y a un certain basculement qui vient de se produire concernant les priorités de la politique macroéconomique. Je pense qu'ils sont en train de se rapprocher du pragmatisme anglo-saxon par rapport à la politique macroéconomique. Mais pour l'aspect structurel, incontestablement, le néolibéralisme a progressé en Europe, en particulier grâce aux contraintes de l'Europe sur les politiques des États. Mais encore une fois, il faut toujours rappeler que ces contraintes ont été prédéterminées par l'engagement des États membres de l'Union européenne au préalable. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. En ce qui concerne le clivage droite-gauche dépassé ou pas, je rappelle qu'une étude je crois que Janine Mossius-Lavaux, qui est sortie il y a très peu de temps, montre bien la permanence dans les aspirations, la permanence dans les esprits du clivage gauche-droite. Elle a repris sur une cinquantaine d'années les résultats d'enquêtes par rapport à la population. Le clivage gauche-droite, en particulier sur le critère de la valeur égalité, persiste dans les esprits. Donc là-dessus, il n'y a, à mon avis, aucun doute. En revanche, il est clair que les politiques mises en œuvre par les partis de gauche et de droite au gouvernement se sont rapprochées au cours des 40 dernières années par rapport à la période antérieure. Si elles se sont rapprochées, c'est principalement parce qu'il y a une acceptation par les partis de gauche de la mise en place d'un certain nombre de contraintes, soit par des mécanismes, avec la libéralisation, soit par des institutions, contraintes sur les politiques. Et il y a une tension entre le maintien dans les esprits du clivage gauche-droite au niveau des aspirations et la réalité du rapprochement des politiques entre la gauche et la droite. Donc pour moi, ça veut dire qu'il y a encore un avenir pour le clivage gauche-droite, même si se pose le problème, évidemment, de la capacité de mettre en œuvre, lorsqu'on arrive au niveau des États, mais ça vaudrait aussi au niveau de l'Europe, la capacité de mettre en œuvre des politiques qui reflètent la hiérarchie des aspirations du peuple, la hiérarchie politique des aspirations du peuple, ce qui renvoie à la question de la souveraineté. Et là, sur la question de la souveraineté, à mon avis, il faut l'aborder de manière la plus froide possible, en faisant l'impasse sur ses propres penchants personnels. Et je le dis en ayant commencé, et je suis toujours influencé par ça, en ayant commencé par appartenir à la gauche autogestionnaire, c'est-à-dire en commençant par voir les carences des États et par rapport aux objectifs démocratiques et par rapport à l'émancipation, mais en même temps, l'expérience montre qu'on ne pourra pas mettre en place un certain nombre de politiques économiques si on ne se défait pas d'un certain nombre de contraintes. Et d'où, à mon avis, la nécessité d'approfondir froidement, en dépassionnant le débat, d'approfondir la question de souveraineté avec ces différents niveaux locaux, régionaux, nationaux, continentaux, etc. Et ça renvoie à quoi? Ça renvoie à la vieille question des rapports entre plan et marché, entre parenthèses. Voilà. Ça, c'est donc par rapport au clivage gauche-droite. Sur ce que Jean-Marie a abordé, la question de l'émergence ou du développement de l'aspiration à la démocratie dans un certain nombre de pays, je suis tout à fait d'accord. L'aspiration à la démocratie, c'est quelque chose qui me semble être une tendance structurelle. On peut remonter à pas mal de décennies. Déjà, il y avait l'aspiration au contrôle à la fois dans la vie de la production, dans les entreprises, et au contrôle vie de quartier, le contrôle par rapport aux collectivités locales, etc.
aspiration à la démocratie participative, c'est quelque chose qui est apparu et dont on a pris conscience principalement au cours des années 60. Je me souviens de premiers travaux de Burdeau, démocratie participative, le thème de l'autogestion dont une partie de la gauche s'était emparée dès la fin des années 60, et je pense que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est la continuation dans d'autres pays, dans des pays autres que le monde occidental, de cette aspiration. Et ça, c'est une source véritablement d'optimisme. Mais il faudra évidemment, pour que ça se concrétise, il faudra un certain nombre de conditions, et parmi les conditions économiques, il y aura la nécessité de pouvoir utiliser un certain nombre d'instruments pour que les priorités de peuple puissent se concrétiser, me semble-t-il. Quant à la question de la société de surveillance, alors là, pleinement d'accord sur les risques que font courir les nouvelles technologies, qui ont comme toutes une ambivalence fondamentale, ces nouvelles technologies et permettant d'aboutir à des sociétés complètement totalitaires. Et on voit ce qui se profile en Chine, mais on voit aussi ce qui risque de se profiler dans d'autres pays. Et ça, pour le coup, c'est une source de préoccupation considérable. Je vois qu'il y a une question à tout le monde de Nadine, via Nadine. Tu veux la lire ou comment? Ou tu préfères qu'on la lise? Bon, je vais la lire. Voilà, ça y est, c'est bon. Oui. Est-ce qu'il y a une continuité entre le néolibéralisme et les liberticiens, dans GAFA par exemple? Et est-ce que l'idéologie du transhumanisme ne transforme pas une question politico-économique en question anthropologique encore pire? Voilà. Je crains que ça dépasse un peu mes compétences, la réponse à cette question. Je peux préciser je pense que ces évolutions des connaissances et ces évolutions intellectuelles se situent effectivement dans un contexte qui est marqué par le néolibéralisme. Il y a certainement dans ces évolutions, notamment le transhumanisme, une croyance dans la possibilité de déplacer les limites, au risque d'aboutir à des sociétés extrêmement discutables par rapport au bonheur des êtres humains. Cette volonté de franchir, de dépasser les limites, elle prolonge un certain nombre de tendances qu'on peut dénoncer dans nos sociétés et auxquelles certainement le néolibéralisme a apporté une influence favorable, parce que derrière le néolibéralisme, c'est une vision de l'émancipation qui est strictement individuelle à partir de l'attraction que peut représenter l'objectif de concrétiser le c'est mon choix. C'est au fond, c'est mon choix, c'est pour la consommation, on connaît bien l'expression, mais le transhumanisme, c'est ni plus ni moins, me semble-t-il, la traduction incluant les progrès scientifiques pour arriver à réaliser ce choix d'une multitude de domaines pour dépasser sa propre condition. Donc je pense qu'effectivement, intellectuellement, ça se situe un peu dans le prolongement avec toute une série de risques. Mais là, je me rappelle la discussion qu'on avait eue avec Mathieu Montalban, qui a écrit des choses très intéressantes dans son dernier bouquin.
Oui, pensais- bon, je vois qu'il y a une question de Dominique, mais je crois que Michel y a partiellement répondu, peut-être, puisque tu mettais l'accent sur l'individuation, Dominique. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, donc il y a place peut-être pour une dernière petite question, hein, avant de Je peux, s'interrompre. je peux, je peux reprendre? Oui, t'en Oui, prie. c'était parce que je pensais par exemple, alors je ne sais pas si vous le connaissez, Laurent Alexandre, qui est un grand fervent du transhumanisme et qui faisait une conférence à, je crois que c'était Polytechnique, enfin qui fait des conférences un peu partout et on le voit beaucoup dans les médias, et qui disait que de toute, alors il flattait évidemment les étudiants de Polytechnique et il leur disait que de toute façon dans l'avenir il y aurait les élites et les inutiles, parce que c'est dans ce sens que c'est pire, dans cette vision du monde. Les élites, les gens intelligents qui sauront s'adapter à cette grande technicité, à cette supériorité, enfin, cette idée de la supériorité, et les inutiles, et il précisait, comme les gilets jaunes. Et voilà quoi, c'est vraiment une vision, c'est le meilleur des mondes, c'est Orwell, c'est tout ce qu'on voudra. C'est dans ce sens que je trouve que c'est encore pire que le néolibéralisme qui, dans le fond, quelque part, chaque individu pourrait, quoi, comme aux États-Unis, pourrait, s'il le voulait, s'adapter au marché et puis prendre sa place. Enfin, évidemment, c'est utopique, mais c'est dans ce sens que je pensais que c'était pire. Dans le sens où il y a des gens qui ont l'idéologie de ce bonhomme-là, de ce Laurent Alexandre, que l'on voit beaucoup, qui est très connu, et qui, voilà, pour lui, c'est très clair. Il y a l'élite qui est dans le transhumanisme, et puis les inutiles. Je trouve que c'est encore un degré supplémentaire dans l'horreur. Alors, Michel, tu veux ajouter un mot? attends, au niveau du son, là, j'ai pas très bien compris la question par rapport aux élites. Là, j'ai un problème de son. Dans ce que disait Nadine, Nadine, ce que disait Nadine, c'est que si tu veux, c'est qu'il y avait un philosophe ou je sais pas, ou un politiste qui était intervenu, si tu veux, et qui disait en gros, qui était un transhumaniste, hein, enfin un militant transhumaniste, et qui disait la société nouvelle aura d'un côté les élites, oui, et tout ce que le transhumanisme permet, c'est d'avancer vers ça, et de l'autre côté les inutiles, oui, et il ne dit pas, et moi je le dis, dont il faudra évidemment se débarrasser. Oui, oui. Bon, de toute façon, le néolibéralisme, ça va dans le sens d'un éclatement de la société au niveau des individus. Comme le disait Bourdieu, ça va dans le sens de la détérioration des collectifs. Et dans ce contexte, il doit y avoir une tendance à l'accentuation des différences avec des regroupements entre catégories d'individus. Et donc, ça doit aller dans le sens de ceux qui considèrent qu'il y a des élites et d'autres catégories de population qui sont moins douées, qui ont moins de talent, etc. etc. Donc, effectivement, on a d'ailleurs des tendances actuelles au repli des uns et des autres sur des groupes de plus en plus distanciés, avec un resserrement des relations à l'intérieur de ces groupes, dans tous les domaines, sportifs, culturels, relations de tout genre, et on aboutit à un cloisonnement effectif, un cloisonnement croissant dans nos sociétés, qui va dans le sens d'un fossé accru entre ceux qui sont les mieux placés et qui se considèrent comme les plus méritants dans nos sociétés et les autres. Et au passage,
moi je rejoindrai assez volontiers ceux qui considèrent qu'il y a une stratification éducative depuis là plusieurs décennies, stratification éducative qui fait que ceux qui sont les mieux placés dans nos sociétés économiquement sont en même temps ceux qui sont les mieux placés culturellement par le niveau auquel ils ont eu accès, et que précisément ceux qui sont les mieux placés et qui considèrent qu'ils font partie des élites, entre guillemets, pensent que c'est grâce à leur propre mérite qu'ils sont arrivés là. Ce qui est une situation qui aboutit à justifier les inégalités et à justifier justement les séparations qui existent au sein de nos sociétés. Et c'est en cela que je pense que ça aboutit à dégrader les conditions de la citoyenneté avec une distanciation accrue entre une bonne partie de la population et une bonne partie des milieux qui sont les plus aisés et les plus qui ont eu le plus de chance économiquement, et que ça, c'est extrêmement préjudiciable pour la démocratie. Bien, je crois que nous sommes arrivés à la fin du temps imparti, donc je vais maintenant